Le millionnaire enfile son déguisement, pensant tout maîtriser. Mais il voit l'employé de maison tenir tête à la fiancée cruelle pour sauver son fils. Le choc couvre des blessures qu'il prétendait ne pas avoir. Et le héros de l'histoire est celui que personne n'estimait. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Laissez un commentaire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Robert Lambert avait toujours cru que le succès se mesurait en chiffres. À 42 ans, il avait transformé une petite entreprise de logistique en un empire qui étendait ses racines dans toute la France. Ses décisions déplaçaient des millions, ses contrats soutenaient des familles entières, et son nom était prononcé avec révérence dans les couloirs des entreprises de Paris. Mais cet après-midi de septembre, assis dans son penthouse du 16e arrondissement, regardant par la fenêtre les gratte-ciel qui parsemaient l'horizon parisien, Robert prit conscience de quelque chose que l'argent n'avait jamais pu acheter, la certitude que ses enfants étaient heureux. La phrase avait été prononcée de manière désinvolte, presque sans importance. Hélène, sa fille de 8 ans, jouait avec des crayons de couleur dans le salon pendant qu'il ajustait sa cravate avant un autre voyage d'affaires. Elle dessinait quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier, des traits sombres qui se superposaient en couches denses de graphite et de fusain. Quand il lui demanda ce que c'était, elle se contenta de hausser les épaules et de murmurer que c'était la maison. Il trouva cela étrange, mais n'insista pas. C'est en lui disant au revoir qu'Hélène, sans quitter le papier des yeux, dit d'une petite voix lointaine « Quand tu pars, la maison change, papa. » Robert s'arrêta. La valise était prête, le chauffeur attendait en bas, le jet privé avait déjà un plan de vol approuvé pour Lyon. Mais cette phrase le paralysa comme un coup invisible. « Quand tu pars, la maison change. » Il s'agenouilla à côté de sa fille et lui demanda ce qu'elle voulait dire. Hélène ne répondit pas. Elle continua simplement à dessiner des ombres. Cette nuit-là, dans l'avion, Robert ne parvint à se concentrer sur rien. Les rapports financiers semblaient vides de sens. Les emails urgents avaient perdu leur importance. Il essaya de dormir, mais l'image de sa fille dessinant des ombres le hantait. Et plus il y pensait, plus des détails oubliés refaisaient surface. Michel, son fils de 3 ans qui avait l'habitude de courir dans la maison en criant et en riant, passait maintenant des heures, en silence, caché dans sa chambre. Les repas, autrefois bruyants et chaotiques, étaient devenus des événements silencieux et tendus. Et Véronique, sa fiancée, qui avait toujours été attentionnée et dévouée, semblait de plus en plus distante de lui et de plus en plus proche d'une version autoritaire d'elle-même. Véronique Sampier était entrée dans la vie de Robert 2 ans après la perte de Juliane, sa femme. Il n'aimait pas parler de cela, du vide qui s'était installé quand elle était partie subitement. Laissant 2 jeunes enfants et un mari perdu, Véronique était apparue comme une lumière au milieu du chaos. Elle était élégante, éloquente, savait toujours quoi dire dans les réunions mondaines. Elle avait un MBA international, parlait 3 langues et connaissait tous les codes non écrits de la haute société parisienne. Plus que ça, elle semblait sincèrement intéressée par les enfants. Elle apportait des cadeaux, organisait des sorties, lisait des histoires avant de dormir. Robert s'était permis de croire qu'il avait trouvé non seulement une compagne, mais une mère pour Hélène et Michel. La demande en mariage avait eu lieu lors d'une nuit étoilée à Saint-Tropez, avec la mère en toile de fond et les enfants qui applaudissaient. Véronique avait accepté avec des larmes dans les yeux, et Robert avait senti qu'il avait enfin reconstruit sa famille. Elle emménagea dans l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine 3 mois plus tard, et peu à peu, elle prit en charge la gestion de la maison. Elle changea les meubles, réorganisa les routines, engagea de nouveaux employés. Robert, absorbé par ses responsabilités professionnelles, trouva naturel qu'elle veuille mettre sa marque sur le foyer. Après tout, ce serait aussi sa maison. Mais maintenant, seul dans cet avion, Robert commençait à voir des fissures dans l'image parfaite qu'il avait construite. Quand avait-il entendu Hélène rire pour la dernière fois? Quand Michel lui avait-il demandé un câlin sans crainte pour la dernière fois? Il essaya de se souvenir et réalisa, avec un pincement au cœur, qu'il n'y parvenait pas. Les souvenirs récents des enfants étaient tous teintés d'une quiétude anormale, de regards baissés et de mouvements contenus. Il appela la maison dès son atterrissage. Véronique répondit avec sa voix douce habituelle, disant que tout allait bien, que les enfants avaient déjà dîné et dormaient. Robert demanda s'il pouvait parler à Hélène.
Véronique hésita une seconde avant d'expliquer que la petite avait école tôt le lendemain et qu'il ne serait pas bon de la réveiller. Il insista. La voix de Véronique perdit un peu de sa douceur quand elle dit qu'elle ne trouvait pas approprié de gâter les enfants avec des appels en dehors des horaires. Robert raccrocha sans discuter, mais quelque chose en lui s'était brisé. Les 3 jours suivants, il tenta de maintenir sa routine, mais son esprit était à Paris. Il conclut le contrat qu'il était allé chercher, participa aux réunions, serra les bonnes mains. Mais le soir à l'hôtel, il prenait son téléphone et fixait l'écran, partagé entre l'envie d'appeler chez lui et la peur de ce qu'il pourrait découvrir. Le 2e jour, il appela et demanda à parler à Michel. Véronique dit que le garçon était puni pour avoir renversé du jus sur le nouveau canapé. Puni. Le mot résonna dans la tête de Robert. Michel avait 3 ans. Quel genre de punition un enfant de cet âge méritait-il pour un accident? Quand il rentra à Paris, c'était la fin de l'après-midi. L'hôtel particulier, comme toujours, était impeccable. Les jardins parfaitement entretenus, la fontaine centrale jaillissait d'une eau cristalline et le portail automatique s'ouvrit avec une douceur mécanique. Mais en franchissant la porte principale, Robert remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais perçu auparavant, le silence. Ce n'était pas la quiétude paisible d'un foyer tranquille, c'était le silence lourd d'un endroit où les gens ont peur de faire du bruit. Véronique l'accueillit avec un baiser sur la joue et un sourire impeccable. Elle était magnifique, comme toujours, vêtue d'un tailleur beige qui coûtait plus cher qu'une voiture citadine. Elle dit qu'elle avait préparé son dîner préféré, que les enfants étaient impatients de le voir, qu'il lui avait manqué. Mais pendant qu'elle parlait, Robert observait. Ses yeux ne souriaient pas avec sa bouche. Ses mouvements étaient calculés, répétés. Et quand Hélène apparut en haut de l'escalier, descendant lentement avec Michel derrière elle, il vit. Il vit la façon dont la petite fille regarda Véronique avant de courir vers lui. Il vit la façon dont Michel hésita, comme s'il demandait une permission silencieuse avant de faire un pas. Il vit, et quelque chose en lui s'effondra. Le dîner fut une torture silencieuse. Véronique contrôlait la conversation avec maestria, dirigeant les sujets, coupant court à toute tentative des enfants de parler de quelque chose qu'elle n'approuvait pas. Quand Hélène commença à raconter un dessin qu'elle avait fait à l'école, Véronique l'interrompit en disant que son père ne voulait pas entendre parler de gribouillage enfantin, qu'il avait des choses plus importantes en tête. Robert tenta de dire qu'il voulait écouter, mais Hélène avait déjà baissé les yeux et recommencé à picorer la nourriture dans son assiette. Michel n'essaya même pas de parler. Il mangeait en silence, avec des mouvements prudents, comme si chaque bouchée était une opération délicate. Après le dîner, Robert essaya de passer du temps avec les enfants, mais Véronique expliqua qu'ils avaient une routine de sommeil stricte, que des enfants bien élevés avaient besoin de discipline et d'horaire. Il assista impuissant, tandis qu'elle conduisait Hélène et Michel à l'étage, ses mains sur leurs épaules comme des serres douces. Quand elle revint, elle lui offrit du vin et parla de son voyage, des contrats, du marché. Robert répondait automatiquement, son esprit toujours dans l'escalier, toujours dans les yeux de ses enfants. Cette nuit-là, il ne put dormir. Allongé à côté de Véronique, qui respirait d'un sommeil tranquille et profond, Robert regardait le plafond et ressentait quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. L'impuissance. Il dirigeait des entreprises, négociait avec des politiciens, déplaçait des fortunes avec une signature. Mais là, dans sa propre maison, il n'avait aucun contrôle. Et le pire, il avait volontairement cédé ce contrôle. À 3 heures du matin, il se leva et arpenta les couloirs de l'hôtel particulier. La maison était silencieuse mais pas vide. Il y avait une présence, une tension qui flottait dans l'air comme un brouillard. Il s'arrêta devant la chambre d'Hélène et ouvrit doucement la porte. La petite fille dormait, mais même dans son sommeil, son visage n'était pas détendu. Elle serrait la couverture si fort que ses doigts étaient blancs. Sur la table de chevet, il vit un carnet. Il l'ouvrit avec précaution. Les pages étaient remplies de dessins, des maisons sombres, des silhouettes sans visage. Et sur l'une d'elles, en plein centre, une grande femme avec un sourire qui ressemblait plus à une fente. Robert referma le carnet, les mains tremblantes. Il retourna dans sa chambre, mais ne se recoucha pas. Il s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre et resta là, à regarder la ville qui commençait à s'éveiller. Quand le soleil se leva, teintant le ciel d'orange et de rose, il avait déjà pris une décision.
Une décision extrême, presque absurde. Mais c'était le seul moyen de découvrir la vérité. Il devait voir ce qui se passait quand il partait. Il devait voir la maison qui changeait. Et pour cela, il devait disparaître. L'idée était risquée et exigeait de la planification. Robert ne pouvait pas simplement disparaître sans éveiller les soupçons. Il était un homme public. Ses absences étaient remarquées, ses mouvements suivis. Mais il avait des ressources, des contacts, et par-dessus tout une détermination née de la peur de perdre ses enfants. Les jours suivants, il commença à préparer le terrain. Il annonça à la maison qu'il aurait un long voyage, un projet spécial en Europe qui exigerait sa présence pendant plusieurs semaines. Véronique accueillit la nouvelle avec une tranquillité suspecte, presque avec soulagement. Cela confirma pour Robert qu'il était sur la bonne voie. Il contacta Maurice, son assistant de confiance depuis plus de 15 ans. Maurice était discret, loyal et ne posait jamais de questions inutiles. Robert le convoqua pour une réunion privée, loin de l'entreprise, dans un café discret du Marais. Là, à l'abri des oreilles indiscrètes, il raconta tout. Le changement chez les enfants, ses soupçons sur Véronique, sa décision d'enquêter. Maurice écouta sans l'interrompre, et quand Robert eut terminé, il hocha simplement la tête. « De quoi avez-vous besoin » demanda-t-il. Robert expliqua. Maurice prendrait publiquement en charge la gestion de toutes les affaires, signerait les documents nécessaires avec une procuration, participerait aux réunions. Pour le monde extérieur, Robert serait en Europe. En réalité, il serait dans sa propre maison, déguisé. La transformation fut plus complexe que Robert ne l'avait imaginé. Il fit appel à un spécialiste en maquillage de théâtre, quelqu'un que Maurice connaissait de l'époque où il avait investi dans des productions culturelles. L'homme, un monsieur aux cheveux blancs et aux mains habiles, travailla sur Robert pendant des heures. Il appliqua une fausse barbe convaincante, fonça ses cheveux avec une teinture temporaire, lui apprit à changer sa posture, sa façon de marcher, même le timbre de sa voix. Robert s'entraîna pendant des jours, mémorisant chaque détail de la nouvelle identité qu'il avait créée. Il serait Joseph, un jardinier expérimenté, engagé pour s'occuper des jardins de l'hôtel particulier. Simple, discret, invisible. Il créa un passé pour Joseph, un homme de la campagne bourguignonne qui avait travaillé dans de grandes propriétés rurales et tentait maintenant sa chance à Paris. Maurice s'occupa des faux papiers, des références inventées, de tous les détails qui rendraient l'histoire crédible. Et puis, une semaine après la conversation au café, Robert Lambert embarqua sur un vol pour Francfort. Du moins, c'est ce que les registres montraient. En réalité, il quitta l'aéroport par une sortie de service, monta dans une voiture aux vitres teintées que Maurice avait laissée sur le parking et retourna à Neuilly-sur-Seine. L'hôtel particulier avait une zone de service à l'arrière, un petit ensemble de chambres où logeaient les employés résidant sur la propriété. L'une de ces chambres était vide depuis que l'ancien gardien avait pris sa retraite. C'est là que Robert, désormais Joseph, se dirigea. Il gara la voiture loin dans un garage loué à 2 pâtés de maison et marcha jusqu'à l'entrée de service de la propriété. C'était la nuit, et les lumières de la maison principale étaient allumées. Il pouvait voir les silhouettes bouger derrière les rideaux. Véronique, probablement, en train de coucher les enfants. Joseph entra par le portail latéral, celui qu'utilisaient les employés. Personne ne le vit. Il connaissait chaque recoin de cette propriété, chaque caméra, chaque angle mort. Il arriva à la chambre du fond et ferma la porte à clé. C'était un espace simple, un lit, une armoire, une petite fenêtre donnant sur le jardin. Rien à voir avec la suite parentale qu'il occupait normalement. Mais c'était parfait. De là, il pourrait observer. De là, il découvrirait la vérité. Le lendemain matin, la gouvernante informa Véronique qu'un nouveau jardinier avait été engagé. Maurice, suivant les instructions de Robert, avait envoyé un email formel quelques jours plus tôt, expliquant que l'entretien des jardins nécessitait une attention professionnelle et que Joseph était vivement recommandé. Véronique, occupée par ses propres affaires, se contenta d'approuver sans poser de questions. Après tout, les décisions concernant les employés subalternes ne requéraient pas son attention. Joseph commença à travailler ce matin-là. Vêtu de simples habits de jardinage, une casquette enfoncée sur le visage, il tailla les arbustes, arrosa les plantes, nettoya la fontaine, et pendant qu'il travaillait, il observait.
Il voyait Véronique partir pour un engagement mondain, impeccablement vêtue, un sourire parfait collé au visage. Il voyait la gouvernante, Madame Irène, une dame de 60 ans qui travaillait là depuis des mois, se déplacer dans la maison avec une efficacité silencieuse. Mais c'était la nouvelle employée de maison qui attirait le plus son attention. Marine Santos était arrivée la semaine précédente, juste avant le prétendu voyage de Robert. Elle était jeune, peut-être 25 ans, avec un visage délicat et des yeux qui semblaient portés de vieilles histoires. Elle se déplaçait dans la maison avec des gestes contenus, presque invisibles, comme quelqu'un qui avait appris à ne pas prendre de place. Robert, maintenant Joseph, l'observait s'occuper des enfants lorsque Véronique n'était pas là. Et ce qu'il voyait l'intriguait. Marine n'était pas seulement gentille, elle était attentionnée, prévenante, presque protectrice. Quand Hélène renversa un verre de lait au petit déjeuner, Marine nettoya rapidement, rassurant la petite fille avec un sourire avant qu'un adulte ne puisse en faire un drame. Quand Michel trébucha dans le jardin et s'écorcha le genou, ce fut Marine qui le prit dans ses bras, nettoya la blessure et chanta doucement jusqu'à ce qu'il cesse de pleurer. Joseph ne le savait pas, mais Marine avait reconnu Véronique dès qu'elle avait mis les pieds dans l'hôtel particulier. Elle avait vu cette femme auparavant, des années plus tôt, dans une autre riche maison de famille à Paris. À l'époque, Marine n'avait que 18 ans et commençait à travailler comme nounou. Véronique était la petite amie du patron, une présence constante dans la maison. Et Marine avait vu des choses qui l'avaient tentée pendant des années. La façon dont Véronique traitait l'ancienne femme de l'homme, sapant sa confiance avec des commentaires subtils et un venin déguisé en sollicitude. La façon dont elle manipulait les situations pour paraître toujours juste, toujours victime, toujours indispensable. Et la façon dont, finalement, l'épouse avait quitté sa propre maison, brisée et convaincue que c'était elle qui avait tort. Marine s'était jurée de ne plus jamais travailler dans une maison où se trouverait Véronique. Mais la vie a des manières cruelles de tester nos promesses. Quand l'agence de placement l'a appelée pour lui offrir un poste avec un excellent salaire dans un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, elle a accepté sans demander qui étaient les employeurs. Elle ne l'a découvert qu'en arrivant pour son premier jour de travail et en voyant Véronique descendre l'escalier avec ce sourire qui n'atteignait pas les yeux. Marine a failli abandonner sur le champ. Mais ensuite, elle a vu les enfants. Elle a vu la peur cachée derrière l'éducation forcée, elle a vu les appels au secours silencieux. Et elle a décidé de rester. Pas pour le salaire, mais pour la chance cette fois de protéger quelqu'un. Joseph ne savait rien de tout cela en taillant les rosiers ce premier matin. Il savait seulement qu'il y avait quelque chose dans la façon dont Marine regardait Véronique, une tension cachée, une connaissance non partagée. Et il fut encore plus intrigué quand, en passant par la cuisine pour prendre de l'eau, il entendit Marine converser avec Madame Irène. La gouvernante commentait à quel point Véronique était une femme merveilleuse, si dévouée aux enfants, si organisée. Et Marine, au lieu d'acquiescer, se contenta de sourire poliment et de changer de sujet. Ce silence en disait plus que n'importe quel mot. Les premiers jours en tant que Joseph furent étranges et révélateurs. Robert s'habitua à l'invisibilité. En tant que jardinier, il faisait partie du paysage, quelqu'un que les gens voyaient, mais ne remarquaient pas vraiment. Véronique passait à côté de lui sans un second regard. Madame Irène le saluait poliment, mais sans réel intérêt. Seule Marine semblait le voir vraiment, avec ses yeux qui paraissaient en voir plus qu'ils ne le devraient. Un matin, alors qu'il travaillait près de la cuisine, elle lui apporta un verre de citronnade, à glacer et dit à voix basse « Faites attention au soleil, monsieur Joseph. Il y a des ombres ici qui brûlent plus que la chaleur. » Il la remercia, intrigué par son choix de mots. Des ombres qui brûlent. Marine savait quelque chose, mais la véritable révélation commença lorsque Véronique se crut seule avec les enfants. Robert, caché derrière un haut buisson, taillant avec des mouvements lents et silencieux, observait et écoutait. Et ce qu'il vit le fit serrer son sécateur si fort que les jointures de ses doigts devinrent blanches. Véronique ne criait pas. Cela aurait été plus facile à identifier, plus évident. Elle faisait pire. Elle chuchotait. Elle chuchotait des choses cruelles sur un ton doux, transformait des critiques dévastatrices en conseils affectueux, humiliait avec des sourires.
Quand Hélène montra un dessin qu'elle avait fait à l'école, Véronique le regarda un long moment avant de dire « C'est intéressant, ma chérie, mais ne penses-tu pas que tu aurais pu faire un effort? Les enfants de ton âge dessinent déjà des choses bien plus jolies. Tu ne veux pas décevoir ton père quand il reviendra, n'est-ce pas ?» Hélène murmura des excuses et rangea son dessin. Robert, derrière le buisson, sentit une colère qu'il ne se savait pas capable de ressentir. Ce n'était pas ce que Véronique avait dit. C'était la manière dont elle l'avait dit. La manière dont elle plantait la graine de l'insécurité, de l'inadéquation, en faisant croire que c'était pour le bien de l'enfant. Et il réalisait maintenant que cela se produisait depuis des mois, peut-être des années, loin de ses yeux. Avec Michel, Véronique utilisait des tactiques différentes. Le garçon était trop petit pour comprendre les manipulations subtiles. Alors elle utilisait des punitions déguisées en conséquences éducatives. Quand il fit tomber un jouet et fit du bruit, elle le prit par le bras, pas assez fort pour le blesser, mais assez pour l'effrayer, et dit d'une voix calme « Les garçons qui font du bruit ne méritent pas de jouets, n'est-ce pas? Nous allons ranger ça jusqu'à ce que tu apprennes à être plus prudent. » Michel, 3 ans et les yeux écarquillés, hocha simplement la tête, la voix coincée dans la gorge. Robert serra le sécateur jusqu'à ce que sa main lui fasse mal. Il voulait sortir de là, arracher cette femme de ses enfants, crier la vérité, mais il ne pouvait pas. Pas encore. Parce que ce qu'il avait, c'était des observations, des impressions. Ce n'était pas des preuves. Et il savait que Véronique était trop intelligente, trop éloquente. S'il la confrontait maintenant, elle retournerait la situation, ferait de lui le méchant. Alors il resta là, caché, à observer et à recueillir des preuves. Chaque phrase, chaque geste, chaque moment cruel déguisé en sollicitude. Et c'est là, accroupi derrière les buissons, prétendant être quelqu'un d'autre dans sa propre maison, que Robert comprit l'étendue de l'erreur qu'il avait commise. Il avait fait entrer une étrangère dans son foyer. Il lui avait donné les clés du château et était parti conquérir le monde. Et pendant qu'il le conquérait, ses enfants étaient lentement brisés par quelqu'un qui lui souriait tous les soirs. La faute lui incombait. Et maintenant, déguisé en jardinier dans son propre hôtel particulier, il devait trouver un moyen de réparer ce qu'il avait détruit. Les jours se transformèrent en une routine de surveillance silencieuse. Joseph se réveillait avant le lever du soleil, enfilait les vêtements de jardinier qui commençaient à sentir la terre et la sueur honnête, et sortait pour s'occuper d'une propriété qu'il avait lui-même achetée des années auparavant. C'était étrange, presque surréaliste, d'arroser les plantes qu'il avait choisies, de tailler les arbres qu'il avait fait planter, tout en prétendant être un étranger sur son propre territoire. Mais chaque jour, l'étrangeté laissait place à quelque chose de plus urgent, la certitude d'avoir pris la bonne décision. Robert découvrit qu'être invisible avait ses avantages. En tant que jardinier, il avait accès à des coins de la maison que l'homme d'affaires millionnaire ne fréquentait jamais. Il pouvait circuler dans les zones de service, écouter les conversations dans la cuisine, observer par la fenêtre de la buanderie ce qui se passait dans le salon. Et plus il voyait, plus son soupçon initial se transformait en une horreur confirmée. Véronique avait un système. Elle n'était pas cruelle de manière aléatoire ou explosive. Elle était méthodique, calculée. Elle avait établi un ensemble de règles que les enfants devaient suivre, des règles qui changeaient selon sa convenance, mais qui étaient toujours présentées comme absolues. Hélène ne pouvait pas laisser de jouets traîner, mais elle ne pouvait pas non plus les ranger n'importe comment. Ce devait être dans le bon ordre, dans la bonne boîte, de la manière que Véronique jugeait appropriée. Et comme cet ordre changeait selon son humeur, la petite fille vivait dans un état d'alerte constant, essayant de deviner ce qui serait considéré comme correct ce jour-là. Michel, étant plus petit, souffrait de manière différente. Véronique le traitait comme un animal à dompter. Chaque erreur, chaque caprice naturel d'un enfant était accueilli par une punition déguisée en conséquences éducatives. Il aimait courir dans la maison, mais Véronique avait décrété que c'était un comportement inapproprié. Ainsi, chaque fois que le garçon oubliait et se mettait à courir, elle le faisait asseoir sur une chaise dans un coin du salon, seul, pendant des périodes qui, pour un enfant de 3 ans, devaient sembler éternelles. Elle appelait cela un temps de réflexion. Robert, observant par la fenêtre, appelait cela de la torture. Mais ce qui le brisait le plus, c'était de voir comment les enfants se comportaient différemment lorsque Véronique n'était pas là. Un matin, elle sortit tôt pour un rendez-vous chez le coiffeur,
Madame Irène était occupée avec le linge dans la buanderie. Marine était responsable des enfants. Et Robert, taillant des arbustes près de la terrasse, assista à une transformation. Hélène sortit dans le jardin avec un carnet de dessin et commença à gribouiller librement, sans la peur constante de mal faire. Michel courut après un papillon, riant aux éclats, sans se soucier de savoir si c'était approprié ou non. Et Marine, assise dans l'herbe avec eux, racontait des histoires inventées qui les faisaient tous les deux sourire pour de vrai. C'était la première fois depuis des semaines que Robert voyait ses enfants heureux, et c'était aussi la première fois qu'il prêtait vraiment attention à Marine. Elle n'était pas seulement gentille, elle était intuitive, savait quand Hélène avait besoin de silence et quand Michel avait besoin de mouvement. Elle n'imposait pas de règles arbitraires, ni n'attendait la perfection d'enfants qui apprenaient encore à exister dans le monde. Elle les laissait simplement être. Et à ce moment-là, en voyant sa fille dessiner sans peur et son fils rire sans culpabilité, Robert ressentit une profonde gratitude pour cette femme qui ne savait même pas qui il était vraiment. La transformation était si visible que même Madame Irène la commenta. Robert était dans la cuisine, soi-disant en train de réparer un robinet qui n'avait rien de cassé, quand il entendit la gouvernante parler à Marine. La dame préparait le déjeuner, coupant des légumes avec les mouvements automatiques de quelqu'un qui avait fait cela des milliers de fois. « Vous êtes doué avec les enfants, » dit-elle sans quitter la planche des yeux. « Ils semblent plus légers quand ils sont avec vous. » Marine, qui faisait la vaisselle à l'évier, mit du temps à répondre. Quand elle le fit, sa voix était prudente, mesurée. « Les enfants ont juste besoin de se sentir en sécurité, » répondit-elle. Madame Irène cessa de couper les légumes et la regarda. Il y eut un long silence avant que la gouvernante ne se remette au travail et ne change de sujet. Robert garda cette conversation en mémoire. Les enfants ont juste besoin de se sentir en sécurité. C'était une phrase simple, mais elle avait du poids. Marine savait que les enfants ne se sentaient pas en sécurité. Et contrairement à Madame Irène, qui préférait ne pas voir, Marine voyait la vérité. La question était, qu'avait-elle l'intention de faire avec ça? La réponse vint quelques jours plus tard, d'une manière que Robert n'attendait pas. C'était la nuit, il était plus de 10 heures, et il était dans sa chambre au fond de la propriété, prenant des notes dans un carnet, où il consignait tout ce qu'il observait. Date, heure, phrase que Véronique avait dite, réaction des enfants. Il savait qu'il aurait éventuellement besoin de plus que sa mémoire. Il aurait besoin de preuves documentées. Il était si concentré qu'il n'entendit presque pas le léger coup frappé à la porte. Joseph ouvrit prudemment, s'attendant à trouver peut-être Madame Irène avec un message ou un problème. Mais c'était Marine. Elle avait une expression sérieuse, presque effrayée, et tenait quelque chose dans ses mains. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle à voix basse. Il hésita une seconde avant de lui faire signe que oui. Marine entra rapidement et ferma la porte derrière elle. Elle sortit de sa poche un papier froissé et le lui tendit. « J'ai trouvé ça sous ma porte ce matin, » dit-elle. Joseph déplia le papier. C'était un billet écrit d'une écriture ferme et claire, sans signature. Il disait simplement « Partez tant que vous le pouvez ». Robert sentit son sang se glacer. Quelqu'un menaçait Marine, et il avait une forte suspicion de qui c'était. « Vous avez montré ça à quelqu'un ?» demanda-t-il, essayant de garder la voix de Joseph, plus rauque et moins éduquée que la sienne. Marine secoua la tête. « Non, et je ne le montrerai pas. » Elle s'assit sur la simple chaise près du lit, comme si ses jambes ne pouvaient de plus la soutenir. « J'ai déjà vécu ça, » dit-elle, et sa voix tremblait légèrement. « J'ai travaillé dans une autre maison où elle était. Une autre famille qu'elle a détruite petit à petit. J'étais jeune, je ne savais pas quoi faire. Je n'ai rien fait. Et une femme bien a fini par quitter sa propre maison, convaincue qu'elle était folle, que c'était elle. Le problème, depuis, je me suis juré que si j'avais une autre chance, je ferais différemment. » Joseph s'assit sur le lit, le billet toujours entre les mains. « Vous connaissez Madame Véronique ?» demanda-t-il, ne sachant s'il devait feindre la surprise ou admettre qu'il s'en doutait déjà. Marine le regarda avec ses yeux qui semblaient trop vieux pour son jeune visage. « Je connais qui elle est vraiment, et je sais que ses enfants souffrent. Je reste parce que quelqu'un doit rester, quelqu'un doit voir. Mais je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Elle est maligne. Elle m'isole, sème le doute sur moi auprès de Madame Irène. Bientôt elle créera une situation pour me faire renvoyer ou me faire passer pour incompétente. »
Robert voulut lui dire la vérité à ce moment-là. Il voulut enlever sa fausse barbe, révéler qui il était, unir ses forces à celles de cette femme qui était clairement du bon côté. Mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être la peur que Marine réagisse mal, que la nouvelle se répande, que Véronique le découvre, avant qu'il n'ait suffisamment de preuves. Alors il dit simplement avec la voix de Joseph, « N'abandonnez pas encore. Ces enfants ont besoin de vous, et je vous aiderai comme je peux. » Marine le regarda avec surprise. Un jardinier promettant de l'aide contre une femme puissante de la haute société parisienne. Cela devait paraître absurde, mais elle hocha la tête, comme si elle reconnaissait en lui quelque chose qui allait au-delà de l'apparence. « Merci, monsieur Joseph, et faites attention. Elle voit des ennemis partout. Si elle se méfie de vous aussi, elle trouvera un moyen de vous faire partir. » Après le départ de Marine, Robert resta éveillé pendant des heures, regardant le billet, menaçant. « Partez tant que vous le pouvez. » Véronique essayait d'isoler les enfants, d'éloigner toute personne qui pourrait témoigner de ce qu'elle était vraiment. Et cela signifiait que la situation était encore plus urgente qu'il ne le pensait. Il lui fallait des preuves concrètes. Pas seulement des notes dans un carnet, mais des preuves qui ne pourraient être niées ou déformées. C'est ainsi que Robert commença à enregistrer. Il utilisa le téléphone portable qu'il gardait caché, un appareil simple qu'il avait acheté spécifiquement à cette fin. Il positionnait le téléphone dans des endroits stratégiques, dissimulés parmi des plantes ou des outils de jardinage, et enregistrait les interactions de Véronique avec les enfants. Au début, il douta de son droit de le faire. Cela semblait intrusif, voire contraire à l'éthique, mais il se souvint des yeux d'Hélène, de la façon dont Michel se recroquevillait, et il sut qu'il n'avait pas le choix. Les enregistrements confirmèrent tout, la voix douce de Véronique disant des choses blessantes. « Hélène, tu deviens grosse. Tu dois manger moins de sucreries, sinon personne ne voudra être ton ami. Michel, les garçons ne pleurent pas. Tu veux que ton père pense qu'il a élevé un lâche. Les enfants qui n'obéissent pas ne méritent pas d'affection. La peur éduque mieux que l'amour. » Chaque phrase était un coup, et Robert écoutait tout, les poings serrés et des larmes de rage coulant sur son visage. Comment n'avait-il pas vu? Comment avait-il pu être si aveugle? Mais les enregistrements capturèrent aussi autre chose. Marine. Elle apparaissait toujours après, quand Véronique partait. « Monsieur Joseph, ça va? N'aie pas peur. Viens là, laisse-moi voir ce dessin, c'est magnifique. Tu es très talentueuse. » « Michel, tu veux que je chante? La chanson que tu aimes. » La différence était flagrante. Véronique détruisait. Marine reconstruisait. Jour après jour, ce cycle se répétait. Un après-midi, près de 3 semaines après que Joseph eut commencé à travailler dans la propriété, il se passa quelque chose qui accéléra tout. Hélène disparut. Robert, ou Joseph, était dans le jardin de devant quand il entendit Madame Irène crier le nom de la petite. Véronique apparut sur la terrasse et, pour la première fois, il vit quelque chose qui ressemblait à une panique authentique sur son visage. Non pas parce qu'elle se souciait d'Hélène, réalisa-t-il, mais parce qu'un enfant disparu signifiait des problèmes, des questions, une exposition. Toute la maison fut en alerte. Madame Irène fouilla les chambres. Véronique vérifia les salons, et ce fut Marine qui la trouva. Robert la vit sortir par la porte latérale qui donnait sur l'arrière du jardin, marchant d'un pas décidé. Il la suivit à distance, le cœur battant à tout rompre. Marine traversa la pelouse jusqu'à une partie moins entretenue du terrain où se trouvait un vieux magnolia que la mère de Robert avait planté des années auparavant. Et là, à l'ombre de l'arbre, se trouvait Hélène, endormie. Elle serrait dans ses bras un vieil ours en peluche usée qui avait appartenu à Juliane, sa mère décédée. Marine s'agenouilla à côté de la petite fille sans la réveiller immédiatement. Elle resta là, à observer, et Robert vit qu'elle pleurait en silence. Après quelques secondes, elle toucha délicatement l'épaule d'Hélène. La petite se réveilla en sursaut, les yeux écarquillés comme si elle s'attendait à une punition. Mais quand elle vit que c'était Marine, elle se jeta dans ses bras et se mit à pleurer aussi. « Je voulais juste être avec maman, » sanglota-t-elle. « J'ai apporté son ours ici, parce que c'est là qu'elle a planté l'arbre. Madame a dit que je n'ai pas le droit de parler de maman, que ça rend papa triste, mais je n'en peux plus de faire comme si elle n'avait jamais existé. » Robert, caché derrière un ensemble de buissons, dut se couvrir la bouche pour ne pas faire de bruit. Véronique avait interdit aux enfants de parler de Juliane.
Elle avait retiré les photos de la maison, rangé les objets personnels, réécrit l'histoire de la famille comme si elle avait toujours été là. Et lui, absorbé par son travail et sa gratitude, d'avoir trouvé quelqu'un qui semblait s'occuper de ses enfants, ne l'avait pas remarqué. Sa propre femme avait été effacée, et sa fille pleurait sous un arbre, serrant le seul morceau de sa mère qu'elle pouvait encore avoir. Marine serra Hélène fort contre elle. « Tu peux parler de ta mère quand tu veux avec moi, » dit-elle doucement. « C'était une personne importante et spéciale, et personne ne peut effacer ça. On va garder cet ours en sécurité dans ta chambre, dans un petit coin rien qu'à toi où madame ne touche pas. Et chaque fois que tu seras triste, tu pourras le prendre. D'accord ?» Hélène hocha la tête, sanglotant toujours, et elles rentrèrent à la maison main dans la main. Robert resta là, sous le magnolia, pendant un temps qu'il ne sut mesurer. La douleur était physique. Il avait failli à Juliane. Il avait promis de prendre soin de leurs enfants, de garder sa mémoire vivante, de s'assurer qu'Hélène et Michel grandiraient en connaissant l'amour qu'elle avait pour eux. Et au lieu de cela, il avait fait entrer dans sa maison quelqu'un qui détruisait méthodiquement tout ce qui restait d'elle. Quand il put enfin bouger, il retourna dans sa chambre au fond du jardin et prit le carnet où il prenait ses notes. Il ajouta la date, l'heure et décrivit ce qu'il avait vu. Hélène fuyant vers le seul endroit où elle sentait encore sa mère. Marine la consolant alors que lui-même aurait dû être là. Véronique effaçant Juliane de l'existence. Chaque mot écrit était une accusation contre lui-même. Cette nuit-là, Robert ne mangea pas. Il resta dans sa chambre, revoyant les enregistrements qu'il avait faits, lisant ses notes. Et il prit une décision. Il devait accélérer le processus. Il ne pouvait plus attendre. Mais il savait aussi qu'il devait être stratégique. Véronique était intelligente, manipulatrice. S'il la confrontait sans plan, elle retournerait tout contre lui. Elle dirait qu'il avait abandonné ses enfants pour le travail, qu'il n'était jamais présent, qu'elle avait seulement tenté de combler le vide. Et le pire, une partie de cela serait vrai. Il lui fallait non seulement des preuves du comportement de Véronique, mais aussi une situation où elle ne pourrait pas se cacher derrière des excuses. Il devait la prendre sur le fait à un moment si clair, si indéniable, que même son bagout ne pourrait déformer la réalité. Et pour cela, il avait besoin d'aide. Il avait besoin de Marine. Le lendemain, il la chercha dans la cuisine, à un moment où il savait que Véronique ne serait pas à la maison. Madame Irène était sortie faire des courses. C'était l'occasion parfaite. Marine rangeait des provisions quand il entra. Elle le regarda et d'une manière ou d'une autre, comme si elle avait un sixième sens, demanda « Vous n'êtes pas vraiment un jardinier, n'est-ce pas ?» Robert, ou Joseph, resta paralysé. Comment savait-elle? Marine esquissa un petit sourire triste. « Vos yeux, dit-elle. Vous regardez cette maison comme on regarde quelque chose que l'on a perdu, et vous regardez ces enfants comme si chacune de leurs larmes était de votre faute. Un jardinier ne regarderait pas comme ça. » Elle s'approcha et baissa la voix. « Qui êtes-vous vraiment, monsieur Joseph? Ou devrais-je vous appeler autrement ?» Pendant un long moment, Robert envisagea de continuer à mentir, mais il réalisa qu'il ne le pouvait pas. Pas à elle, pas à la seule personne, à part lui, qui se souciait vraiment de ses enfants. Alors il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis le début de la mascarade. Il enleva sa fausse barbe. Le geste fut lent, délibéré. Quand son visage fut découvert, Marine écarquilla les yeux. « Monsieur Lambert », murmura-t-elle, incrédule. Elle recula de 2 pas, la main sur la bouche. « Vous étiez ici tout ce temps ?»« Je devais voir », dit-il de sa propre voix, sans l'affectation plus grave qu'il utilisait en tant que Joseph. « Je devais savoir ce qui se passait quand je n'étais pas là. Ma fille m'a dit que la maison changeait quand je partais, et elle avait raison. » Marine était encore sous le choc en train de traiter l'information, mais ensuite quelque chose changea sur son visage. La surprise laissa place à la compréhension, puis à quelque chose qui ressemblait à du respect. « Vous avez fait ça pour les enfants, » dit-elle, ce n'était pas une question. « Vous avez fait ça parce que vous aimez assez vos enfants pour vous rabaisser, pour vous cacher dans votre propre maison, juste pour les protéger. » Robert hocha la tête, incapable de parler. Marine tira une chaise et s'assit comme si ses jambes ne la portaient plus. « Nous devons éloigner cette femme d'eux, » dit-elle avec conviction. « Mais il faut le faire de la bonne manière. Elle va se battre, elle va mentir, elle va tout retourner contre vous et contre moi. » Robert s'assit aussi,
Et pour la première fois depuis des semaines, il n'était plus seul dans sa mission. « Je sais, dit-il, et j'ai un plan, mais j'ai besoin de votre aide. » Ils passèrent l'heure suivante à converser à voix basse, élaborant une stratégie. Robert lui montra les enregistrements, les notes, tout ce qu'il avait collecté. Marine compléta avec ses propres observations, des choses qu'elle avait remarquées et que Robert, même déguisé, n'aurait pas pu voir. Ensemble, ils dressèrent un tableau complet du système de contrôle que Véronique avait établi. Et ensemble, ils commencèrent à planifier le moment parfait pour la démasquer. L'occasion se présenta plus vite qu'ils ne l'espéraient. Véronique annonça qu'elle organiserait un déjeuner de charité à l'hôtel particulier, un événement pour les amis de son cercle social, des femmes influentes, des épouses d'hommes d'affaires, des faiseuses d'opinion. Elle voulait exhiber la maison, montrer à quel point elle était la belle-mère parfaite, consolider sa position dans la société. Robert y vit le piège parfait. Un événement public avec des témoins, où Véronique devrait maintenir les apparences tout en contrôlant les enfants d'une main de fer. Là, sous pression, elle révélerait sa vraie nature, et il serait prêt à tout capturer. Mais avant cela, quelque chose se produisit qui faillit détruire tout le plan. Véronique, qui avait toujours été observatrice, commença à se méfier de Marine. Peut-être était-ce la façon dont l'employé la regardait, avec trop de connaissances dans les yeux. Peut-être était-ce le fait que les enfants préféraient clairement Marine à elle, ou peut-être était-ce simplement la paranoïa, le sentiment de perdre le contrôle. Mais Véronique décida d'agir, et son action fut cruelle et calculée, comme tout ce qu'elle faisait. Elle monta une situation pour faire passer Marine pour incompétente et dangereuse, et Robert, toujours déguisé en Joseph, fut témoin de tout. Le piège fut monté avec la précision de quelqu'un qui avait déjà fait cela auparavant. Véronique choisit un après-midi où Robert, toujours déguisé en Joseph, était occupé dans le jardin de devant, assez loin pour ne pas interférer, mais assez près pour voir le déroulement des événements. Madame Irène avait été opportunément envoyée au marché, avec une longue liste de courses. Il n'y avait que Véronique, Marine et les enfants dans la maison, le décor parfait pour ce qui allait suivre. Marine était dans la cuisine en train de préparer le goûter lorsque Véronique descendit avec Michel. Le garçon pleurait, non pas de ses pleurs stridents de caprice, mais de ses pleurs étouffées de quelqu'un qui a tant pleuré qu'il n'a presque plus de larmes. Véronique tenait fermement son bras, pas assez fort pour laisser une marque, elle était trop maligne pour ça, mais assez pour que le garçon n'ait d'autre choix que de la suivre. Marine se tourna depuis l'évier, le torchon encore à la main, et son corps se tendit immédiatement. Elle connaissait cette expression sur le visage de Véronique. C'était la même qu'elle avait vue des années auparavant, dans l'autre maison, lorsque la femme était sur le point de détruire quelqu'un. Véronique entra dans la cuisine avec Michel et s'arrêta théâtralement, comme une actrice qui connaissait toutes ses marques sur scène. « Marine, dit-elle d'une voix chargée de déception et de chagrin, je dois vous parler. Quelque chose de très grave s'est produit. » Marine posa le torchon sur son épaule et attendit, le cœur battant fort mais le visage gardant son calme. Véronique continua, désignant Michel. « Il m'a raconté quelque chose de terrible. Il a dit que vous l'aviez blessé ce matin, que vous l'aviez tenu fermement et que vous l'aviez effrayé exprès. Est-ce vrai ?» Le sang de Marine se glaça. Elle regarda Michel qui gardait les yeux fixés au sol, les lèvres tremblantes. C'était un mensonge, bien sûr. Ce matin-là, Marine avait simplement aidé le garçon à s'habiller avec toute la délicatesse du monde. Mais elle comprit ce qui se passait. Véronique avait entraîné, Michel l'avait probablement menacé d'une manière ou d'une autre pour qu'il dise cela. Elle utilisait un enfant de 3 ans comme une arme. C'était d'une cruauté que Marine avait du mal à concevoir. « Ce n'est pas vrai, Madame Véronique, » dit Marine d'une voix ferme mais respectueuse. « Je ne ferai jamais de mal à Michel ou à n'importe quel enfant. » Véronique soupira théâtralement, comme si elle était sincèrement angoissée. « Marine, je ne voulais pas le croire. Vous sembliez si dévouée. Mais il est trop petit pour inventer une chose pareille. Et de plus, elle marqua « Une pause pour les faits, j'ai ceci. » Elle sortit son téléphone de sa poche et toucha l'écran. Soudain, la cuisine fut remplie par le son d'un enregistrement. C'était la voix de Marine, ou du moins ça y ressemblait, disant « Si tu n'arrêtes pas de pleurer, je vais te donner une vraie raison de pleurer. » Puis le son d'un enfant sanglotant. Marine devint blême. C'était impossible. Elle n'avait jamais prononcé ces mots. Et puis elle comprit.
L'enregistrement était un faux. Véronique avait assemblé des bribes audio. Elle avait probablement enregistré Marine disant d'autres choses dans d'autres contextes, puis les avait montées, déformées, créant un récit qui n'existait pas. C'était ingénieux et absolument diabolique. Dehors, Robert avait lâché ses outils de jardinage et se dirigeait vers la cuisine. Il ne pouvait pas entendre la conversation, mais quelque chose dans le langage corporel des deux femmes l'alerta. Il y avait de la tension, le genre de tension qui précède les explosions. Il s'approcha de la fenêtre latérale, cachée par une plante grimpante, et observa. Véronique continuait sa performance. « Je vous ai fait confiance, Marine. Je vous ai fait entrer dans ma maison. Je vous ai confié le soin des enfants que j'aime comme s'ils étaient les miens, et vous m'avez trahi de cette façon. » Marine tenta de se défendre, d'expliquer que cela n'avait aucun sens, que l'enregistrement n'était pas réel, mais Véronique l'interrompit d'un geste théâtral de la main. « Je ne veux pas entendre d'excuses. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour rassembler vos affaires et partir, et estimez-vous heureuse. Je pourrais appeler la police, déposer une plainte, mais par considération pour M. Lambert, qui a déjà bien assez de problèmes, je vais simplement vous demander de partir en silence. » C'est à ce moment qu'Hélène apparut à la porte de la cuisine. Elle était venue chercher Marine pour lui montrer un dessin, mais s'arrêta en voyant la scène. Elle comprit immédiatement, avec cette intuition qu'ont les enfants, que quelque chose n'allait pas. Marine vit la petite fille et son cœur se brisa. Hélène allait être laissée seule à nouveau, sans personne pour la protéger, sans personne qui se soucie vraiment d'elle. Et Michel, utilisé comme un pion dans ce jeu cruel, grandirait en pensant que mentir et manipuler était normal. Marine prit une décision à cette seconde. Elle ne partirait pas en silence. Si Véronique voulait la guerre, elle l'aurait. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Véronique, dit-elle d'une voix qui ne tremblait plus, je ne partirai pas. Pas avant que M. Lambert ne revienne et que je puisse lui parler personnellement. Il mérite de connaître la vérité. » Véronique rit, un son froid qui n'avait rien de joyeux. « Vous croyez vraiment qu'il va vous croire, vous, plutôt que moi? La parole d'une employée contre celle de sa fiancée? Vous êtes naïve, Marine ?» Mais avant que Marine ne puisse répondre, elles entendirent des pas lourds. Madame Irène était revenue du marché, chargée de sacs. Elle entra par la porte latérale et perçut immédiatement la tension dans la cuisine. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, regardant de l'une à l'autre. Véronique reprit son masque de victime. « Madame Irène, quelle bonne chose que vous soyez arrivée. Malheureusement, j'ai découvert que Marine n'est pas celle que nous pensions. Elle a été agressive avec Michel. J'ai même des preuves. » Madame Irène regarda Marine avec un mélange de surprise et de déception. Marine, qui avait toujours été respectueuse et compétente, était maintenant accusée de quelque chose d'impensable. Marine sentit le monde s'écrouler. Elle n'avait aucun moyen de prouver son innocence. Sa parole contre des preuves fabriquées. Et Véronique le savait. Le sourire discret sur ses lèvres le montrait clairement. Robert, toujours caché à l'extérieur, serra les poings. Il voulait entrer, se révéler, protéger Marine, mais quelque chose l'en empêcha. S'il le faisait maintenant, sans témoins adéquats, Véronique pourrait déformer le récit. Elle dirait que lui et Marine avaient une liaison, qu'ils avaient conspiré contre elle. Non, il devait attendre. Il lui fallait le bon moment. Et ce moment approchait, car dans 3 jours aurait lieu le déjeuner de charité. Un événement avec 25 femmes de la haute société parisienne, téléphones à la main, réputation en jeu. Là, sous les projecteurs sociaux, Véronique devrait maintenir une façade de perfection. Et là, sous pression, avec les enfants sollicités au-delà de leurs limites, elle révélerait enfin qui elle était vraiment. Robert devait juste s'assurer que Marine serait présente et qu'elle tiendrait encore 3 jours. Cette nuit-là, il retrouva Marine dans le jardin. Elle était assise sur le banc près de la fontaine, pleurant en silence. Quand elle vit Joseph s'approcher, elle tenta d'essuyer ses larmes, mais c'était trop tard. Il s'assit à côté d'elle sans demander la permission. « J'ai tout entendu, dit-il à voix basse. Elle vous a tendu un piège et vous êtes tombé dedans. » Marine eut un rire amer. « Ce n'est pas la première fois. Elle a déjà fait ça, elle y arrive toujours. Elle gagne toujours. » Robert secoua la tête. « Pas cette fois. Cette fois, elle va perdre. Mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Encore 3 jours. Tenez encore 3 jours. »
Marine le regarda, cet homme qui était un homme d'affaires millionnaire, mais qui était déguisé en jardinier par amour pour ses enfants, et elle vit quelque chose qui la fit y croire. L'espoir. 3 jours, répéta-t-elle. Mais si elle me renvoie avant? Robert sourit, et il y avait quelque chose de dangereux dans ce sourire. Elle ne le fera pas, parce que moi, Joseph le jardinier, je vais dire à Madame Irène que j'ai entendu la conversation et que cet enregistrement est faux. Je dirai que j'ai vu Véronique manipuler son téléphone, monter des audios. Elle devra me renvoyer aussi, et renvoyer 2 employés quelques jours, avant un événement social important paraîtra suspect. Elle vous gardera, mais sous surveillance. C'est tout ce dont nous avons besoin. Et c'est exactement ce qui se passa. Le lendemain, Joseph alla trouver Madame Irène et lui raconta, avec l'air de quelqu'un partagé entre la loyauté envers son emploi et sa conscience, qu'il avait entendu des choses étranges venant de la cuisine, qu'il ne semblait pas que Marine soit agressive, qu'il y avait peut-être un malentendu. Madame Irène, qui au fond avait de l'affection pour Marine, rapporta l'information à Véronique. Et Véronique, comme Robert l'avait prédit, se retrouva piégée dans son propre jeu. Renvoyer Marine maintenant avec un employé qui remettait en question l'histoire serait risqué. Mieux valait garder l'employé à proximité, sous surveillance, et la renvoyer après l'événement, quand tout serait plus calme et qu'elle pourrait contrôler le récit. Les 3 jours qui suivirent furent les plus tendus que cette maison ait jamais connus. Véronique préparait le déjeuner de charité avec une obsession de perfectionniste. Chaque détail devait être impeccable. Les fleurs, la nourriture, la décoration, mais surtout les enfants. Hélène et Michel seraient présentés comme la preuve vivante que Véronique était une belle-mère aimante et dévouée. Ils devaient être parfaits, propres, bien habillés, polis, souriants. Robert observait tout avec une horreur croissante. Véronique soumit les enfants à des répétitions. Littéralement des répétitions, comme pour une pièce de théâtre. Elle les faisait entrer dans le salon, saluer les invités imaginaires, s'asseoir en silence. Si Michel bougeait trop, elle le corrigeait avec rudesse. Si Hélène ne souriait pas correctement, elle la faisait répéter jusqu'à ce que le sourire paraisse naturel. Robert enregistra tout, chaque moment, chaque mot cruel déguisé en éducation, mais il savait que cela ne suffisait pas encore. Il lui fallait le moment où Véronique perdrait le contrôle. Et il savait que ce moment viendrait. La veille de l'événement, Hélène fit une crise. Robert ou Joseph taillaient des rosiers quand il entendit le cri. Ce n'était pas un cri de douleur physique, mais d'épuisement émotionnel. Il courut en direction du son et vit par la fenêtre de la chambre de la petite. Hélène était assise par terre, entourée de robes que Véronique avait étalées, pleurant d'une manière qui fendait le cœur. « Je n'en peux plus, disait-elle entre 2 sanglots. Je n'en peux plus de faire semblant. Je veux mon papa, je veux ma maman. » Marine était agenouillée à côté d'elle, tenant la petite fille dans ses bras. Et Véronique était debout, observant avec une expression que Robert ne sut identifier. Colère? Frustration? Peur de perdre le contrôle? « Tu vas tenir, oui, » dit Véronique d'une voix glaciale. « Demain, tu descendras cet escalier avec un sourire aux lèvres. Tu salueras poliment les invités et tu montreras à tout le monde que tu es une fille bien élevée. Parce que, si tu ne le fais pas, si tu me fais honte devant mes amis, il y aura des conséquences. Et tu ne vas pas aimer. » Hélène pleura plus fort et Michel, qui était caché derrière la porte, se mit à pleurer aussi. C'était une scène de dévastation émotionnelle. Et Marine, les yeux brillants de larmes et de colère contenue, regarda Véronique et dit quelque chose que Robert savait serait utilisé contre elle. « Madame, vous êtes en train de détruire ces enfants. » Véronique se tourna vers Marine avec la vitesse d'un serpent. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Marine se leva, tenant toujours Hélène. « J'ai dit que vous êtes en train de détruire ces enfants. Ils ont 8 et 3 ans. Ce ne sont pas des poupées à exhiber. Ce sont des êtres humains avec des sentiments, des limites, des besoins. Et vous êtes en train de franchir toutes ces limites. » Un instant, Véronique resta silencieuse, le visage tordu par une expression de fureur pure. Puis elle s'approcha de Marine, si près que leurs visages se touchèrent presque, et murmura avec venin « Vous ne savez rien. Ces enfants sont ma responsabilité maintenant, et je vais les éduquer de la bonne manière, pas de la manière laxiste que les gens comme vous, jugeant appropriée. Demain, vous ferez votre travail en silence, et après-demain, vous chercherez un emploi ailleurs. » Marine ne recula pas. Elle maintint son regard ferme,
Hélène toujours dans ses bras. Et Robert, observant tout par la fenêtre, ressentit une profonde admiration pour cette femme. Elle avait tout à perdre et pourtant elle ne pliait pas. Il sut à ce moment que Marine n'était pas seulement une alliée dans sa mission, elle était quelqu'un qu'il voulait près de ses enfants. Pas comme employée, comme famille. Le jour du déjeuner se leva ensoleillé, un de ces jours typiques de Paris où le ciel est bleu mais l'air porte encore l'humidité et la pollution de la ville. L'hôtel particulier fut transformé. Des tentes blanches furent montées dans le jardin, des tables couvertes de nappes en lin furent disposées stratégiquement, des arrangements floraux hors de prix ornaient chaque recoin. Véronique se réveilla à 6 heures du matin pour tout superviser, vêtue d'un ensemble élégant qui coûtait probablement le salaire annuel de 3 employés. Elle était dans son élément. C'était son moment. Le moment de consolider sa position dans la société, de montrer qu'elle était l'épouse parfaite pour Robert Lambert, la belle-mère parfaite pour ses enfants. Les invités commencèrent à arriver à midi. Des femmes parfumées, en vêtements de marque et au sourire verni. Des bises furent échangées, des compliments vides distribués, et tout le monde s'installa aux tables du jardin. Véronique était radieuse, circulant parmi les invités, recevant des compliments sur la beauté de la maison, sur son bon goût, sur combien il était merveilleux de la voir si dévouée aux enfants de son fiancé. Hélène et Michel furent amenés dans le jardin comme les pièces maîtresses de la présentation. Ils étaient habillés comme des mini-adultes. Hélène avec une robe blanche en dentelle qui la faisait ressembler à une poupée de porcelaine. Michel avec un costume d'enfant complet, cravate et tout. Les enfants semblaient mal à l'aise, déplacés, mais ils maintenaient les sourires que Véronique leur avait exigés. Robert, déguisé en Joseph, taillait une haie à une distance qui lui permettait de tout voir et entendre. Son téléphone était positionné dans le feuillage, en train d'enregistrer. Marine était dans la cuisine, aidant au service, mais de temps en temps, elle apparaissait dans le jardin pour vérifier les enfants. Chaque fois qu'elle apparaissait, Hélène la cherchait des yeux, un appel au secours silencieux. Tout se déroulait selon le plan de Véronique. Les invités complimentaient les enfants, prenèrent des photos, commentaient combien il était admirable qu'une femme prenne en charge des enfants qui n'étaient pas biologiquement les siens. Véronique acceptait les compliments avec une fausse modestie, disant combien elle aimait ses enfants, comment elle se consacrait à les éduquer de la bonne manière. Et puis, c'est arrivé. Michel, âgé de seulement 3 ans, fatigué de rester immobile, ennuyé par des conversations d'adultes qu'il ne comprenait pas, vit un papillon. C'était un magnifique papillon jaune qui s'était posé sur l'une des fleurs de l'arrangement central. Avec l'innocence naturelle d'un enfant, il se leva pour mieux voir. Véronique, de l'autre côté du jardin, lui lança un regard d'avertissement. Mais Michel, hypnotisé par le papillon, ne le vit pas. Il s'approcha de la table. Et alors, en tendant la main pour toucher la fleur, il perdit l'équilibre. Le verre en cristal qui se trouvait sur le bord de la table tomba. Le bruit du verre, se brisant sur le sol en pierre, fit taire tout le jardin. 25 paires d'yeux se tournèrent vers la scène. Le jus de cranberry rouge s'étala sur le sol comme une tache accusatrice, et Michel resta là, paralysé par la peur, les yeux écarquillés, le corps tremblant. Il savait ce qui allait suivre, toutes les punitions précédentes, toutes les sanctions pour des accidents bien moindres, traversèrent son esprit de 3 ans, et il se mit à pleurer. Véronique se leva de sa chaise d'un mouvement brusque. Le sourire qu'elle avait maintenu tout ce temps avait disparu, remplacé par une expression de colère à peine contenue. Elle se dirigea vers Michel d'un pas rapide, et Robert, voyant cela, lâcha son sécateur et commença à bouger aussi. Mais Marine fut plus rapide. Elle sortit de la maison en portant un plateau, vit la scène et comprit. Véronique était sur le point de faire quelque chose de terrible, quelque chose qu'elle ne pourrait ni cacher ni justifier par la suite. Les invités observaient, certaines avec curiosité, d'autres commençant à réaliser que quelque chose n'allait pas dans cette dynamique. Véronique arriva près de Michel, qui pleurait maintenant de façon compulsive, et leva la main. Pas pour frapper, pas devant des témoins, mais pour saisir le garçon par le bras, probablement pour le traîner à l'intérieur de la maison où elle pourrait le punir loin des regards. Mais, avant qu'elle ne puisse toucher Michel, Marine s'interposa entre eux. Le plateau tomba au sol avec un fracas, et Véronique, hors d'elle, perdant tout le contrôle qu'elle avait maintenu si longtemps, gifla Marine au visage. Le claquement résonna dans le jardin silencieux.
Marine porta la main à son visage, choquée. Les invités restèrent bouche bée. Et dans cette seconde de silence absolu, une voix déchira l'air. Un seul mot, prononcé avec une autorité qui ne laissait aucune place à la contestation. « Assez !» Joseph traversa la pelouse d'un pas ferme. Ce n'était plus la démarche courbée et humble d'un jardinier. C'était la posture d'un homme qui dirigeait des empires, qui signait des contrats de plusieurs millions, qui ne craignait pas la confrontation. Les invités le regardèrent passer, confuses. Qui était cet employé, qui osait interrompre un événement mondain? Véronique se tourna vers lui, la fureur dans les yeux, la main encore suspendue en l'air, la marque de ses doigts imprimée sur la joue de Marine. « Comment osez-vous » commença-t-elle à dire, mais il l'interrompit d'un simple geste. Il porta les mains à son visage et, devant tout le monde, retira sa fausse barbe. Le silence qui suivit fut de ceux qui précèdent les tremblements de terre. Les invités restèrent immobiles, assimilant ce qu'elles voyaient. Hélène, qui avait couru vers Michel pour le consoler, s'arrêta et écarquilla les yeux. « Papa !» murmura-t-elle, si bas qu'on l'entendait à peine. Mais le jardin était si silencieux que tout le monde entendit. Michel, pleurant par terre, leva le visage et vit. Il vit le jardinier qui avait toujours été gentil avec lui, qui lui souriait parfois quand madame ne regardait pas, se transformer en son père. La nature de ses larmes changea, de la peur à la confusion, de la confusion au soulagement. Véronique devint blanche. Pas seulement pâle, mais blanche comme du papier. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Elle regarda Robert, puis les invités, puis Marine, essayant de comprendre, de trouver une issue. Mais il n'y avait pas d'issue. Toutes les pièces de l'échiquier s'étaient retournées contre elle, et elle le savait. « Robert !» parvint-elle enfin à dire, la voix rauque et tremblante. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il ne répondit pas tout de suite. D'abord, il se dirigea vers Michel, qui était toujours par terre, entouré de verres brisés et de jus renversés. Il s'agenouilla à côté de son fils et le prit dans ses bras, chose qu'il n'avait pas faite depuis des semaines. Le garçon s'agrippa à lui, comme s'il s'accrochait à la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. « Tout va bien maintenant », murmura Robert à l'oreille de son fils. « Papa est là. Papa n'aurait jamais dû partir. » Hélène courut et serra les jambes de Robert, pleurant elle aussi. Marine resta debout, la main toujours sur son visage, où la gifle avait laissé une marque rouge, regardant la scène avec des larmes silencieuses. Et les invités, ces femmes de la haute société venues pour un déjeuner de charité tranquille, observaient cela comme si elles assistaient à un feuilleton en direct. Certaines avaient déjà sorti leur téléphone, non pas pour de jolies photos mondaines, mais pour immortaliser ce qui allait clairement devenir le scandale de l'année dans leur cercle. Robert se releva, tenant toujours Michel dans ses bras, Hélène agrippée à sa jambe. Il regarda Véronique, et il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle reconnut. Ce n'était pas de la colère, c'était de la déception, de la tristesse et de la détermination. « J'étais là tout ce temps, Véronique, » dit-il assez fort pour que tout le monde entende. « Ces 3 dernières semaines, j'ai vécu au fond de ma propre maison, déguisé en jardinier. Vous savez pourquoi? Le jardin entier était dans un silence absolu. Véronique secoua la tête, incapable de formuler des mots. Parce que ma fille m'a dit quelque chose qui m'a détruit. Elle a dit que quand je partais, la maison changeait, et je devais savoir ce qu'elle voulait dire par là. » Il marqua une pause, laissant ses mots flotter dans l'air. Une des invitées, une femme aux cheveux grisonnants que Robert reconnut comme l'épouse d'un haut magistrat, murmura quelque chose à son ami. L'information était en cours de traitement, le scandale en cours de digestion. Et puis Robert continua. « J'ai découvert des choses qu'aucun père ne devrait découvrir. J'ai découvert que la femme que j'ai fait entrer dans ma maison, à qui j'ai confié ce que j'ai de plus précieux, était en train de détruire systématiquement mes enfants. Pas avec une violence physique, ce serait trop évident, mais avec des mots, avec de la manipulation, avec une sorte de cruauté si subtile qu'elle ne laisse presque pas de traces. Presque. » Véronique retrouva enfin sa voix. « C'est ridicule, dit-elle en tentant de reprendre le contrôle. Tu délires, Robert. Je me suis occupé de ces enfants. Je me suis dévoué à eux. J'ai essayé de les éduquer parce que tu n'es jamais présent. Tu passes ton temps à voyager, à conclure des affaires, à ignorer tes propres enfants, et maintenant, tu viens m'accuser?
Elle se tourna vers les invités, faisant appel à elle. « Vous avez vu comment je suis avec eux. Vous avez vu l'affection, le dévouement. » Certaines invitées semblaient partagées, les rouages de leurs esprits mondains essayant de décider de quel côté se ranger. Mais Robert n'avait pas fini. « J'ai tout enregistré », dit-il simplement. Ces 3 mots changèrent tout. Véronique se figea. Chaque conversation cruelle, chaque punition disproportionnée, chaque moment où tu as humilié mes enfants en le déguisant en éducation. J'ai des heures d'enregistrement, Véronique. Ta voix disant à Hélène qu'elle devient grosse et que personne ne voudra être son amie. Ta voix disant à Michel que les garçons ne pleurent pas et que je vais penser que j'ai élevé un lâche. Et, la pire de toutes, celle qui résume tout ce que tu es, la peur éduque mieux que l'affection. Un murmure parcourut le jardin. Cette phrase était indéfendable. Même les invités qui étaient enclines à accorder à Véronique le bénéfice du doute reculèrent. Robert sortit son téléphone de sa poche et lança la lecture. La voix de Véronique emplit le jardin, claire et indéniable. « Hélène, tu deviens grosse, tu dois manger moins de sucreries, sinon personne ne voudra être ton ami. » Puis, sur un autre enregistrement, « Michel, les garçons ne pleurent pas, tu veux que... ton père pense qu'il a élevé un lâche ?» Et enfin la pire, « La peur éduque mieux que l'affection. Les enfants qui n'obéissent pas ne méritent pas d'affection. » Hélène, toujours agrippée à la jambe de son père, se mit à pleurer plus fort. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement. Enfin, quelqu'un écoutait. Enfin, quelqu'un la croyait. Robert arrêta l'audio et regarda autour de lui. « Mais ce n'est pas tout, dit-il. » Il fit signe à Marine qui était toujours debout, choquée par le retournement de situation. « Marine, pouvez-vous la porter, s'il vous plaît ?» Elle n'hésita qu'une seconde avant d'acquiescer et de courir à l'intérieur de la maison. Pendant son absence, Robert continua de parler. « Vous avez vu il y a un instant ce qui s'est passé quand mon fils de 3 ans a renversé un verre par accident. Vous avez vu comment elle a réagi. Vous avez vu comment elle était sur le point de le punir et comment Marine a dû s'interposer. Et vous avez vu la gifle que Véronique lui a donnée. Tout cela devant vous alors qu'elle essayait de maintenir les apparences. Imaginez ce qu'elle fait quand il n'y a pas de témoin. » Plusieurs invités secouèrent la tête, certaines clairement horrifiées. D'autres tapaient déjà sur leur téléphone, prévenant probablement leur mari ou des amies absentes du scandale qui se déroulait. Marine revint en portant quelque chose. C'était un carnet d'enfants, usé et plein de marques de crayons de couleur. Robert le prit de ses mains avec délicatesse. « Ceci, dit-il en levant le carnet pour que tout le monde le voie, c'est le carnet de ma fille Hélène. Voulez-vous voir ce qu'une enfant de 8 ans dessine quand elle souffre ?» Il ouvrit le carnet à une page spécifique et la montra. C'était le dessin d'une maison. Mais ce n'était pas une maison heureuse avec une famille souriante, c'était une maison sombre, avec des fenêtres qui ressemblaient à des yeux vides et une grande silhouette sombre à la porte. En dessous de l'écriture tremblante d'Hélène était écrit « La maison quand papa part ». Robert tourna d'autres pages. Chaque dessin était plus angoissant que le précédent. Des petits enfants seuls, des silhouettes d'adultes géantes et menaçantes. Et puis il arriva à la page qu'il avait le plus détruit quand il l'avait trouvée. C'était un dessin simple. 2 petits enfants, clairement Hélène et Michel, tenant des valises. Et à côté d'eux, une figure féminine qui n'était pas Véronique. Elle était dessinée avec douceur, avec un vrai sourire. En dessous était écrit avec l'écriture soignée d'Hélène « Notre plan. S'enfuir et vivre avec la dame qui chante. » « La dame qui chante, expliqua Robert en regardant Marine, c'est Marine. Parce que même quand tout était terrible, elle était là, chantant pour mes enfants quand ils pleuraient la nuit, les consolant quand Véronique les détruisait, étant la seule lumière dans une maison qui était devenue sombre. Et pour cela, Véronique a décidé de se débarrasser d'elle aussi. Il se tourna vers les invités. Hier, Véronique a monté une situation pour faire passer Marine pour une agresseuse d'enfants. Elle a fabriqué des preuves, monté des audios, tout ça pour la faire partir. Pourquoi? Parce que Marine voit la vérité. Et Véronique ne tolère pas les témoins. Véronique réagit enfin, mais ce fut une réaction de désespoir, pas de contrôle. « C'est un mensonge !» cria-t-elle. « Tu déformes tout. J'aimais ces enfants. J'ai essayé de bien les éduquer. Si tu avais été présent, si tu ne m'avais pas laissé seul avec toute la responsabilité, rien de tout cela ne serait arrivé.
C'est toi qui m'as transformé en ça, Robert. Toi. C'était la tactique classique des manipulateurs. Inverser la culpabilité, se faire passer pour une victime, rendre les autres responsables. Et pendant longtemps, cela avait fonctionné avec Robert. Mais plus maintenant. Tu as raison sur une chose, dit-il d'une voix calme mais ferme. C'est aussi ma faute. J'aurais dû voir. J'aurais dû comprendre. J'ai été un père absent, absorbé par mon travail, laissant mes enfants vulnérables. Et pour cela, je porterai cette culpabilité toute ma vie. Mais la différence entre nous, Véronique, c'est que je reconnais mon erreur et que je passerai le reste de ma vie à la réparer. Toi, en revanche, tu essaies encore de justifier ce que tu as fait. Tu essaies encore de manipuler la situation. Et ça s'arrête ici, maintenant. Robert fit un geste à Marine qui s'approcha avec une enveloppe qu'il avait préparée à l'avance. À l'intérieur se trouvent des copies des enregistrements, des photos des dessins d'Hélène et une déclaration écrite par Marine sur tout ce dont elle a été témoin. J'ai déjà envoyé des copies à mon avocat et à des personnes de confiance. Et maintenant, Véronique, je vais te donner un choix. Tu peux partir d'ici aujourd'hui, volontairement, en ne prenant que tes effets personnels. Ou nous pouvons rendre cela public, le porter en justice, transformer ta vie en un long et humiliant procès. C'est à toi de décider. Véronique regarda autour d'elle. Toutes les invitées étaient maintenant contre elle. Il n'y avait plus personne à qui faire appel, aucune alliée mondaine pour la sauver. Ses yeux se posèrent sur Marine, qui tenait sa joue rouge mais gardait le regard ferme. « Toi, » dit Véronique avec venin, « tu as planifié ça. Tu l'as séduit, n'est-ce pas? Tu l'as monté contre moi. » Marine secoua la tête avec tristesse. « Je n'ai rien eu à faire, Madame Véronique. Vous avez tout fait toute seule. » Pendant un long moment, Véronique resta là, le visage rouge d'humiliation et de colère. Puis, sans un mot de plus, elle se retourna et se dirigea vers la maison. Ses talons hauts claquaient sur le sol, seuls sont dans un jardin, encore plongé dans le silence. Les invités commencèrent à murmurer entre elles, le scandale étant disséqué en temps réel. Robert s'en fichait. Il avait des choses plus importantes à gérer. Il s'agenouilla de nouveau, se mettant à la hauteur d'Hélène et de Michel. « Je suis désolé, » dit-il, et sa voix se brisa. « Désolé de ne pas avoir vu, de ne pas vous avoir cru quand vous avez essayé de me le dire, d'avoir laissé les choses aller si loin. Vous méritez un meilleur père. Et je jure sur tout ce que j'ai de plus, sacré que je serai ce père à partir de maintenant. » Hélène se jeta dans ses bras en pleurant, Michel aussi, et tous les trois restèrent là, enlacés au milieu du jardin, entourés de verres brisés et d'invités choqués, mais ensemble. Enfin, vraiment ensemble. Marine commença à s'éloigner discrètement, sentant que c'était un moment privé qui ne lui appartenait pas. Mais Robert l'appela. « Marine, attendez. » Elle s'arrêta et se retourna. Il se leva, tenant toujours les enfants, et se dirigea vers elle. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour tout ce que vous avez fait, pour les avoir protégés quand j'ai échoué, pour avoir été la lumière quand tout était sombre, pour avoir risqué votre emploi, votre sécurité, pour eux. » Marine tenta de sourire, mais il y avait de la tristesse dans ce sourire. « Ce fut un honneur de vous connaître, monsieur Lambert. Prenez bien soin d'eux. » Et elle fit mine de s'éloigner à nouveau. Robert fronça les sourcils. « Attendez, où allez-vous » Marine cligna des yeux, confuse. « Eh bien, j'imaginais qu'après tout ça, vous voudriez engager quelqu'un de nouveau, quelqu'un sans tout cet historique compliqué. » Robert secoua la tête avec emphase. « Vous n'allez nulle part. C'est votre maison maintenant, si vous le voulez. Pas comme employé, mais comme membre de cette famille. » Marine resta sans voix. « Monsieur Lambert, je ne sais pas quoi dire. » Mais Robert fut interrompu par quelque chose d'encore plus puissant que ces mots. Hélène se détacha de lui et courut vers Marine, lui en serrant la taille de toutes ses forces. « S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, tu es la seule personne qui s'occupe vraiment de nous. » Michel, ne voulant pas être en reste, courut aussi, et s'agrippa à l'autre jambe de Marine. « Reste, la dame qui chante, reste !» Marine baissa les yeux vers ses deux enfants qui lui avaient volé son cœur, et les larmes qu'elle avait tenté de retenir coulèrent enfin. Elle regarda Robert, cherchant la confirmation que c'était réel. Il hocha la tête, les yeux brillants également d'émotion. Ce fut l'une des invitées, l'épouse du haut magistrat, qui rompit le silence. Elle se leva,
se dirigea vers Robert et dit assez fort pour que tout le monde entende. « Monsieur Lambert, ce que vous avez fait ici aujourd'hui est admirable. Protégez vos enfants avant tout, y compris votre propre réputation. C'est être un vrai père. Et vous, mademoiselle, dit-elle en se tournant vers Marine, vous êtes une personne d'un caractère rare. Que Dieu vous bénisse. » Puis, à la surprise de tous, elle s'inclina et partit, signalant que l'événement était terminé. Les autres invités la suivirent, certaines murmurant leur soutien, d'autres encore en train de digérer le drame, mais toutes partant et laissant la famille en paix. Quand le jardin fut enfin vide, il ne restait plus que Robert, Marine, Hélène, Michel et Madame Irène qui avaient assisté à tout depuis la cuisine, les larmes aux yeux. Robert regarda la maison, le jardin, les gens autour de lui. « Nous devons tout recommencer, dit-il, nous tous. Cette maison doit redevenir un foyer, pas un lieu de peur, mais d'amour. Marine, si vous acceptez de rester, ce ne sera pas comme employé. Ce sera comme membre de cette famille. Vous aurez votre propre chambre dans l'aile principale. Vous participerez à toutes les décisions concernant les enfants. Vous serez écouté et respecté. Et peut-être avec le temps. » Il hésita, la regardant d'une manière nouvelle. « Pourrons-nous devenir plus que de simples alliés dans cette aventure ?» Marine rougit, mais il y avait de l'espoir dans ses yeux. « J'accepte, » dit-elle simplement. « Pas par intérêt pour une position ou de l'argent, mais parce que j'aime vraiment ces enfants. Et, elle regarda Robert avec timidité, parce que je crois en l'homme que j'ai vu prêt à se déguiser en jardinier par amour pour ses enfants. C'est un homme qui vaut la peine d'être mieux connu. » Les jours qui suivirent furent ceux de la reconstruction. Véronique quitta l'hôtel particulier ce même après-midi, n'emportant que ses affaires personnelles. Elle tenta de faire un dernier drame, de menacer de procès, de répandre des rumeurs. Mais Robert avait été stratégique. Les enregistrements, les témoins, les preuves, tout était documenté et protégé. Et plus important encore, il n'était pas seul. Il avait Marine, il avait Madame Irène qui révéla enfin qu'elle s'était toujours méfiée, mais avait eu peur de parler. Et il avait ses enfants, dont la transformation était la preuve la plus éloquente de tout. Hélène se remit à dessiner, mais maintenant ses dessins avaient des couleurs, des maisons aux fenêtres éclairées, des familles souriantes. Et toujours, dans chaque dessin, une douce figure féminine à côté des enfants. Michel se remit à courir dans la maison, son rire résonnant dans les couloirs qui avaient été si longtemps silencieux. Et Robert, l'homme d'affaires qui dirigeait des empires, apprit que le vrai succès ne se mesurait pas en contrats signés ou en fortunes accumulées. Il se mesurait au rire des enfants, aux câlins sincères, aux moments simples d'un dimanche après-midi. L'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine commença à changer. Les règles strictes disparurent, les repas redevinrent bruyants et chaotiques comme ils devraient l'être avec des enfants. Le jardin, dont Robert continua de s'occuper personnellement, s'épanouit comme jamais auparavant. Il découvrit qu'il aimait le jardinage, travailler de ses mains, voir les choses pousser. C'était une forme de thérapie, une connexion à quelque chose de plus grand que les affaires et l'argent. Et Marine, la dame qui chante, comme Michel insistait pour l'appeler, trouva sa place, non pas comme employée ou nounou, mais comme un élément vital de cette famille en reconstruction. Elle et Robert commencèrent à se connaître vraiment, sans déguisement ni hiérarchie. Ils découvrirent qu'ils avaient plus en commun qu'ils ne l'imaginaient. Tous deux avaient connu des pertes. Tous deux avaient appris de dures leçons sur la confiance et la manipulation. Et tous deux étaient engagés avant tout au bien-être de ses enfants. 6 mois plus tard, par un chaud après-midi d'été parisien, Robert était dans le jardin avec Michel. Le garçon, maintenant plus confiant et heureux, aidait son père à planter de nouvelles fleurs. Hélène était assise dans l'herbe près de la fontaine, en train de dessiner, et Marine était à côté d'elle, admirant son art. C'était une scène simple, domestique, sans rien d'extraordinaire. Et c'était exactement pour cela qu'elle était parfaite. Robert regarda cette scène et ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il avait failli perdre tout ce qui comptait en se concentrant sur les mauvaises choses. Mais il avait eu une seconde chance, et cette fois, il n'allait pas la gâcher. Hélène leva les yeux de son dessin et cria « Papa, viens voir !» Robert lâcha sa pelle et y alla. C'était un dessin 2-4 devant la maison, souriant. En dessous, en lettres soignées, Hélène avait écrit « Ma famille ». « C'est magnifique, ma princesse.
dit Robert, et ça l'était vraiment. Non pas pour la technique ou les couleurs, mais pour ce que cela représentait. Un nouveau départ, la guérison, le véritable amour. Marine se leva et se tint à côté de Robert, regardant le dessin. « Nous avons réussi, » dit-elle doucement. « Ils sont de nouveau heureux. » Robert la regarda, cette femme qui avait été une étrangère, mais était devenue essentielle. « Non, » dit-il, « c'est toi qui as réussi. Tu as été courageuse quand j'ai été lâche. Tu as protégé quand j'ai échoué. Tu as aimé quand j'étais absent. » Marine secoua la tête. « Nous l'avons fait ensemble, et nous continuerons à le faire. Parce qu'une famille, ce n'est pas être parfait, c'est être présent même quand c'est difficile. » Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Robert et Marine s'assirent sur la terrasse, regardant les lumières de la ville. « Vous pensez encore à elle ?» demanda Marine. Robert savait qu'elle parlait de Juliane. « Tous les jours, » répondit-il honnêtement. « Mais ce n'est plus avec douleur, c'est avec gratitude. Gratitude d'avoir eu ce temps avec elle, pour m'avoir donné ces merveilleux enfants. Et elle serait heureuse, je pense. Heureuse que j'ai trouvé quelqu'un qui aime ses enfants autant qu'elle les aimait. » Marine prit sa main. « J'espère être à la hauteur. » Robert serra sa main en retour. « Tu l'es, plus que tu ne le penses. » Et là, sur la terrasse de cet hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, une famille reconstruite commença à écrire son avenir. Il ne serait pas parfait. Il y aurait des défis, des faux pas, des jours difficiles. Mais il serait réel, honnête, construit sur un amour véritable et non sur des apparences. Robert Lambert avait découvert que parfois, il faut tout perdre, y compris sa propre identité, pour trouver ce qui compte vraiment. Il avait découvert qu'être riche ne signifiait rien si sa maison était pauvre en affection. Et il avait découvert que le courage se présente sous de nombreuses formes. Parfois, il vient d'une employée de maison qui refuse de tourner le dos à des enfants qui souffrent. Parfois, il vient d'un homme d'affaires, prêt à se déguiser en jardinier. Et toujours, il vient de l'amour, qui nous fait nous battre pour ceux que nous aimons, quel qu'en soit le coût. L'histoire de Robert, Marine, Hélène et Michel était une histoire de chute et de rédemption, d'erreur et de correction, d'obscurité et de lumière. Et par-dessus tout, c'était une histoire sur le pouvoir transformateur du véritable amour. Le genre d'amour qui ne contrôle pas, mais libère, qui n'exige pas la perfection, mais accepte l'humanité, qui ne se cache pas derrière des façades, mais se révèle dans des gestes simples et sincères. L'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine ne serait plus jamais une prison déguisée en luxe. Il serait ce qu'il aurait toujours dû être depuis le début, un foyer.